Messieurs les représentants du corps diplomatique, sont présents. L'illustre imam Chania à ma gauche, élèves et étudiants ici présents, honorables et distingués invités. Aujourd'hui, je participe à la commémoration de cette illustre journée de partage en soutien au peuple palestinien. C'est un conflit aujourd'hui vieux de 77 ans, de 1948 à 2025, nous décomptons 77 ans de conflit. C'est un processus, je dirais même de décolonisation, parce que la terre palestinienne a été conquise, est en train d'être colonisée. C'est une décolonisation, comme nous l'enseignons, qui est inachevée. Alors que ailleurs, nous avons connu des décolonisations terminées, même si elles ne sont pas terminées dans les conditions souhaitées à l'image de l'Indochine et de l'Inde qui ont connu des décolonisations pratiquement ratées. Mon intervention sera principalement axée sur pratiquement 4 points. Si j'avais un tableau, je serais plus à l'aise. J'allais faire ça à travers des schémas ou bien un palex. Ce n'est pas prévu pour la circonstance, mais ce n'est pas grave. Ça sera un système d'entonnoir du général au particulier et du particulier au général, comme deux entonnoirs qui sont superposés. Je parlerai d'abord par trait du général la présentation de la région, sa localisation, les pays membres, la démographie et les relations culturelles qui existent à l'intérieur de la région, du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Je parlerai encore de la diaspora juive, les raisons du retour des Juifs en territoire palestinien, l'internationalisation du combat, ou bien du conflit, et en annexe, les différentes résolutions qui ont été proposées par l'ONU et pratiquement, en réalité, qui n'ont pas réussi à régler le conflit, mais des résolutions qui sont jusque-là d'actualité. Je dirais le Proche-Orient et le Moyen-Orient parce que le conflit ne se limite pas pratiquement seulement au Proche-Orient, c'est en même temps le Proche-Orient et le Moyen-Orient, parce que quand on soulève très souvent cette question palestinienne, on parle des pays arabes. Et les pays arabes ne sont pas seulement limités à la zone du Proche-Orient, où le conflit est réellement d'actualité. Le Proche-Orient et le Moyen-Orient, je vous dis que couvre une superficie de 7 272 794 km². C'est presque la superficie de l'Europe. Donc ça peut être considéré comme pratiquement presque un continent. Si cette région était totalement entourée d'eau, en géographie, on aurait dit que c'est un continent, mais on peut dire que pratiquement c'est une péninsule. À 3/4, c'est rempli, c'est entouré d'eau. Cette région couvre ou bien regroupe 18 pays répartis en deux groupes, le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Avec une population de à peu près 400 millions d'habitants, je dis que c'est une région qui a des intérêts économiques,
parce que c'est un véritable marché de consommateurs. C'est presque la population de l'Afrique occidentale et que les investisseurs, vous savez, quand ils se déplacent, ils vont dans les régions les plus peuplées pour pouvoir inclure leurs marchandises plus rapidement et accélérer encore la production. Voilà un des enjeux du problème de la Palestine. Géographiquement, les limites géographiques et culturelles, je vous dis que la région du Proche et du Moyen-Orient est limitée au nord par les montagnes de la Caucase et les plaines de la mer Caspienne. La mer Caspienne et les monts Oural constituent la limite géographique entre l'Asie et l'Europe. À l'est, nous avons le fleuve Indus. Au sud, nous avons la mer Rouge et l'océan Indien. Et à l'ouest, nous avons la mer Méditerranée. La mer Méditerranée et la mer Rouge sont entrecoupées par un passage terrestre qu'on appelle l'isthme de Suez, qui relie l'Afrique et l'Asie en passant par l'Égypte. Et pour rappel historique aussi, pour montrer aussi les liens anciens qui existent entre ces régions, ces deux continents, Ergaster, l'Homo erectus, qui est venu après l'Homo habilis, qui a peuplé l'Afrique d'abord, est passé par l'isthme de Suez pour peupler l'Asie. Et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar pour peupler l'Europe. Et ceux qui sont en Asie et en Europe ont pu traverser les monts Oural pour aller de part et d'autre du continent européen et du continent asiatique. Les pays du Proche-Orient sont au nombre de 8, mais ça peut varier en fonction de ce que vous voulez étudier. Géographiquement, c'est l'Israël, c'est la Palestine, c'est le Liban, la Syrie, la Jordanie, Chypre, qui est bien un pays européen, parce que j'ai oublié de vous le dire, la zone du Proche et du Moyen-Orient, donc c'est une région qui est à cheval sur 3 continents, entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Vous voyez que Chypre fait partie du Proche-Orient et c'est un pays du continent européen. La Turquie, à travers sa région de Cilicie, et les pays du Moyen-Orient sont au nombre de 10, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, excusez-moi, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, Oman, Irak, Iran, Afghanistan et le Yémen. Sur le plan aussi démographique, je dirais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 400 millions d'habitants, répartis entre 3 religions majeures et des religions traditionnelles. Les musulmans sont beaucoup plus nombreux. Le professeur l'a dit tout à l'heure, ils représentent 87,5% de la population du Proche et du Moyen-Orient, avec 350 millions d'habitants. Et ceux qui sont majoritaires sont les sunnites et les chiites. Les chrétiens, partagés entre catholiques, orthodoxes et protestants, font seulement 3,75% du territoire, avec 15 millions d'habitants. Les juifs représentent 2,5% avec 10 millions d'habitants, et les autres religions traditionnelles, 3,75% du territoire avec 25 millions d'habitants. Donc, le professeur vient de le dire tout à l'heure, s'il y avait cette réelle solidarité de toute la Oumma islamique, je dis que le problème de la Palestine serait résolu avant aujourd'hui. Et jusqu'à présent, nous cherchons des solutions que nous ne parvenons pas à trouver. Et nous espérons cette solution de cette jeunesse-là, aujourd'hui engagée et déterminée à soutenir le peuple palestinien. Les relations culturelles entre les peuples du Proche et du Moyen-Orient sont évidentes. Pourquoi au Sénégal, jusqu'à ce jour, nous avons évité la tragédie, la catastrophe? C'est parce que beaucoup de nos problèmes, nous les réglons par la voie culturelle. Le cousinage à plaisanterie, entre les Sérères et les Diola, entre Sérères et Alpulaar, entre Ndiaye et Diop, entre voilà.
entre gay et CI par exemple. Si cet aspect était andrien et Fall, si cet aspect était réellement développé dans la zone du Proche et Moyen-Orient, le conflit n'atteindrait pas ce stade-là aujourd'hui. Parce que je dis que entre chrétiens, musulmans et juifs, ce sont tous des cousins germains. Ils sont tous des descendants du prophète Ibrahim, paix et salut sur lui. Je ne vous l'enseigne pas, c'est tout simplement un rappel que je fais, que le prophète Ibrahim avait 2 épouses, Sarah et la servante de Sarah, Agar. Il avait 2 fils, Ismaël et Isaac. Isaac était le fils de Sarah et Ismaël était le fils d'Agar, une servante de Sarah. Isaac est l'ancêtre des Juifs à travers Moïse. Jésus est lui-même descendant d'Isaac et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, descendant des Quraysh et un descendant aussi d'Ismaël selon Fir ibn Malik. Si on remonte donc la lignée, ou bien l'arbre généalogique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, du prophète Insa et du prophète Moussa, ils se retrouvent tous dans la même lignée avec le prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, à travers ses 2 enfants, Isaac et Ismaël. Donc ils auraient pu passer par ce canal pour régler ce conflit. Maintenant, j'en viens à la diaspora juive. Pourquoi maintenant les Juifs ont tenu à retourner maintenant en Palestine? Bon, on peut tous être d'accord que le foyer originel des Juifs, à travers le prophète Moussa ou bien Moïse, c'est la zone du Proche-Orient. Donc le Proche-Orient est le berceau de la civilisation des Juifs. Et plus précisément, l'ancien royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ils sont issus de ces 2 royaumes-là. Mais après, c'est qu'après la mort du roi Salomon, les tribus qui vivaient à l'intérieur du royaume d'Israël et du royaume de Juda se sont dispersés dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, et d'autres ont traversé les monts Oural pour aller en Europe. Samarie était la capitale d'Israël et Jérusalem était la capitale du royaume de Juda. Le royaume d'Israël a été conquis par les Assyriens en 722 et 136 ans après, le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, a été conquis par Babylone en 586. Ce qui fait que les Juifs, n'ayant plus de foyer, étaient obligés de se disperser. Les uns sont restés dans les zones les plus proches, et ceux qui avaient les moyens, plus de moyens, pouvaient se déplacer jusqu'en Europe. Les Perses, plus tard, en 539, sont venus conquérir le Proche-Orient, et l'Empire perse va disparaître après la conquête de l'Empire musulman au 7e siècle. C'est l'Empire musulman qui va prendre la relève après au 7e siècle. Et que l'Empire musulman après va tomber en déclin en 1258 sous le règne des Abbassides, c'est-à-dire les descendants d'Abbas, ou bien on les appelle les Ibn Abbas. C'est à travers aussi les Ibn Abbas que l'Empire musulman aussi a connu son apogée. Maintenant, après plusieurs querelles, plusieurs années, se sont succédés plusieurs conquêtes, parce qu'il faut noter que cette région-là aussi c'est une région conflictuelle. Il y a trop de gros problèmes dans cette région-là. Les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ça n'a pas commencé en 1948. Ça a toujours été une région de conflit.
Après plusieurs années, l'Empire ottoman est venu dominer le Proche-Orient et va créer un vaste empire. Maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, terminée en 1918, la conférence de Versailles, ou bien le congrès de Versailles, s'est tenu en 1919. Et des sanctions territoriales ont été prises contre l'Allemagne et contre l'Empire turco-ottoman qui soutenait l'Allemagne aussi dans la première guerre. Et parmi les sanctions territoriales, on devait enlever à l'Allemagne un septième de ses territoires qui correspond à 88 000 km². L'Empire ottoman aussi devait être détruit, éliminé, pour éviter toute velléité de vengeance. Parce que si on les laissait encore se maintenir, ils pouvaient se préparer encore et prendre leur revanche contre les vainqueurs de la Première Guerre. C'est par là maintenant qu'on a pris la zone du Proche-Orient et on l'a confiée à la Grande-Bretagne. C'est comme ça que la zone du Proche-Orient est arrivée entre les mains de la Grande-Bretagne. Donc, on ne parle plus de juifs à l'intérieur de la Palestine avec un foyer propre, mais ils sont dispersés un peu partout dans le monde. Mais depuis leur départ, ils avaient à l'esprit de retourner un jour à Jérusalem. Mais que la terre de Jérusalem avait déjà un occupant. Il ne faut pas oublier que c'était un pays légalement constitué, même étant sous domination encore de la Grande-Bretagne, parce que c'était confié à la Grande-Bretagne. Donc c'est ainsi qu'ils ont commencé en 1896 par un journaliste d'origine hongroise, Theodor Herzl, qui a commencé par mettre en place une association ou bien un mouvement pour le retour des Juifs en territoire palestinien. En 1896. En 1897, il organise un congrès à Bâle ayant comme objectif la création d'un État juif en Palestine. Mais il faut savoir que c'est un plan qui a été bien pensé et bien réfléchi. Qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Mettre en place un fonds juif. Et le fonds juif existe jusqu'à présent. Et l'argent collecté du fonds juif était destiné à acheter des terres à l'intérieur de la Palestine. Si c'était parce que, au moment d'acheter des terres, s'ils avaient dit aux Palestiniens que nous voulons pour habiter, peut-être que les Palestiniens n'allaient pas accepter. Parce que tous les termes du contrat peut-être n'étaient pas élucidés. En termes de droit, on aurait parlé de don. Parce que tout peut être clair dans un contrat. Ils ont acheté des terres tout en ayant à l'esprit que demain, ils vont retourner à Jérusalem pour occuper les terres qu'ils ont achetées à travers le fonds juif. Et les terres étaient aussi à usage agricole. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le 2 novembre 1917, le secrétaire d'État aux affaires étrangères de la Grande-Bretagne, Arthur Balfour, a fait une déclaration pour soutenir le projet de reloger les Juifs en Palestine. Et cela aussi a renforcé le combat des sionistes, parce qu'ils ont eu un soutien de taille. Mais le soutien aussi de la Grande-Bretagne n'était pas gratuit. Parce que géographiquement, économiquement, le Moyen-Orient a un âge important. Donc, pour lui, pour la Grande-Bretagne, pour elle, plutôt, la Grande-Bretagne avait un nœud sur le canal de Suez, le contrôle du canal de Suez. Parce que le canal de Suez appartient à l'Égypte, mais a été construit par la France. Et que l'Angleterre aussi est intéressée par le canal de Suez, donc voulait mettre la main sur le canal de Suez.
C'est pourquoi l'Angleterre a soutenu l'implantation d'un foyer juif en Palestine. En contrepartie, elle espère maintenant récupérer le canal de Suez. C'est pourquoi quand il y a eu le problème du canal de Suez, le Seigneur il reviendra tout à l'heure, c'était l'Israël ou bien les pays arabes contre l'Israël, la France et la Grande-Bretagne en même temps. Certains se posent la question à savoir pourquoi l'Angleterre et la Grande-Bretagne étaient impliqués dans le conflit du canal de Suez. C'est parce que c'était un enjeu économique. Parce que sans le canal de Suez qui a été creusé, les bateaux étaient obligés, ou bien les navires, de remonter l'Afrique jusqu'à sa partie australe, vers le Cap, en Afrique du Sud, remonter encore l'Afrique, passer, loger toute la côte orientale de l'Afrique, traverser l'Afrique occidentale, arriver jusqu'au canal, jusqu'à la mer Méditerranée pour pouvoir décharger leurs marchandises. Donc le canal de Suez était une opportunité pour les Européens. Donc cette déclaration, je dis, a motivé les Juifs et a accéléré l'immigration en Palestine. Je dis par là, Balfour, à partir de cette déclaration, a semé les graines d'un conflit qui date aujourd'hui de 77 ans et qui n'a pas trouvé jusqu'à présent de réponse. Donc, l'autre phénomène, parce que en Palestine, déjà en Europe, les Juifs n'étaient pas du tout à l'aise. Ils étaient persécutés, pratiquement surtout par les nazis. Donc, tués par les Allemands, ce qu'on appelle en langue hébreu, je pense que c'est bien ça, la Shoah, ou bien Holocauste, qui signifie la catastrophe, sur la base tout simplement de préjugés racistes, de persécution, ils cherchaient à trouver une solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs. Il faut noter aussi, ils ont subi aussi des actes inhumains dans cette région-là, dans des chambres, dans des chambres à gaz et des fours pratiquement crématoires. Donc, la Grande-Bretagne, qui a hérité du conflit, du problème, était chargée pratiquement de reloger les Juifs en Palestine. Mais face à une situation un peu compliquée, l'Angleterre n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique. Elle était obligée de remettre le dossier à l'Organisation des Nations Unies. Parce que, en réalité, l'Angleterre ne pouvait plus régler le problème. C'est en novembre maintenant 1947 que l'Organisation des Nations Unies a pris la décision de créer un nouveau État en terre palestinienne nommé Israël, en rappel à l'ancien royaume d'Israël disparu en 722 avant Jésus-Christ. Le problème maintenant se situe où? On confie le problème à l'ONU. Et on espère de l'ONU aussi une solution favorable. Au lieu de régler le problème, l'ONU a envenimé la situation. Parce que je ne dis pas que le partage n'a pas été égal. Le partage ne pouvait pas être égal. Le partage ne pouvait pas être équitable. Le partage devait tout simplement être proportionnel. Parce qu'en ce moment, les Arabes en Palestine faisaient 1,4 million d'habitants, 1,4 million habitants, alors que les Juifs qui venaient d'arriver, pratiquement, qui devaient arriver, étaient seulement de 600 000 habitants. Donc, on devait partager le territoire en fonction du nombre de la population. Comme ce qui s'est passé en Inde. À leur indépendance en 1947, les hindous étaient beaucoup plus nombreux que les musulmans. Les musulmans avaient créé un nouveau État qu'on appelle le Pakistan et les Indes étaient restés dans l'Union indienne. Mais comme les hindous étaient beaucoup plus nombreux, la plus grande partie du territoire était réservée aux hindous et la plus petite partie du territoire était réservée au Pakistan. Le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, parce que le Pakistan oriental a fini par prendre son indépendance, c'est l'actuel Bangladesh.
l'histoire doit servir à quelque chose. Il devait s'inspirer de ces plans de partage pour départager les gens. Et le plan de partage, qu'est-ce qu'il dit? Vous, aux Juifs, vous êtes moins nombreux, vous êtes seulement 600 000 habitants. Mais vous allez prendre 55% du territoire. Les musulmans, bien que vous êtes plus nombreux, vous êtes 1 400 000 habitants, mais oh, qu'est-ce qu'on va faire? Vous prenez seulement les 44% du territoire. Et Jérusalem, qui était l'enjeu majeur, qui représente 1% du territoire, était réservé sous la supervision de l'ONU, c'est-à-dire étant une ville internationale. Les Juifs nouvellement arrivés voyaient ça comme étant une aubaine, un cadeau. Ils ont sauté sur l'occasion, ils ont accepté. Malgré, quelque part, on dit que même ils ont émis des réserves. Mais de ces réserves, ils vont servir à quoi après? Puisqu'on leur a donné la plus grande part du gâteau. Malgré maintenant le refus des Palestiniens musulmans, l'ONU s'est entêté à maintenir la situation et à amener les Juifs et les a logés dans les 55% du territoire de la Palestine. Ne fallait-il pas reporter le voyage pour continuer après les négociations, pour voir une issue favorable? Pourquoi la précipitation? Parce que c'est la précipitation qui nous a amenés à la situation où nous sommes aujourd'hui. Et une situation qui était en réalité évitable. Je parlais de 1% du territoire de Jérusalem qui est un enjeu. L'enjeu majeur du conflit israélo-palestinien. Les trois religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam, s'intéressent toutes à la région de Jérusalem. Pourquoi? Parce que chaque religion a pris Jérusalem comme un symbole de sa religion. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils disent? C'est le lieu de pèlerinage et de prière de leur religion, où se trouve le mur de lamentation qui fait partie, qui est un des symboles du temple de Salomon qui a disparu à l'an 70 après Jésus-Christ. C'est le seul reste du temple de Salomon. Donc, pour eux, Jérusalem représente à la fois la résilience et l'espoir du peuple juif. En aucun cas, il faut abandonner Jérusalem avec une autre communauté. Pour les chrétiens, c'est un rôle crucial dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Nous savons tous que Jésus est né à Bethléem, près de Jérusalem. Bien qu'étant un grand voyageur, Jésus a fait ses derniers jours à Jérusalem. Il a été crucifié à Jérusalem et il a été ressuscité à Jérusalem. Donc Jérusalem représente un symbole fort pour les chrétiens. Donc pour eux, ce sont les fondements du salut et de la rédemption pour les chrétiens. Les musulmans prennent Jérusalem comme étant un symbole dans l'islam. À travers Isra et Miraj. Isra, qui signifie le voyage nocturne, donc c'est la sourate 17. C'est lorsque le prophète Mohammed paix salut sur lui a quitté la Mecque la nuit pour se rendre à Jérusalem. C'est le voyage nocturne. Excusez-moi, ce n'est pas un cours de théologie. Et je ne suis pas aussi un adepte voilà, comme mon chef. Et l'autre, c'est lorsque le prophète paix salut sur lui a quitté ce lieu saint pour l'ascension. Donc pour eux, cette région est un symbole parce que Jérusalem représente le troisième lieu saint de l'islam.
Le professeur l'a dit tout à l'heure, la première qibla était Jérusalem à travers la mosquée Al-Aqsa. C'est plus tard que les gens se sont orientés vers la Kaaba pour effectuer les 5 prières. Et mes investigations me ramènent à trouver que, on dirait, c'est pas confirmé, vous me dites, qu'une prière effectuée à la mosquée de la Mecque équivaut à 100 000 prières effectuées ailleurs qu'à Médine ou bien à la mosquée Al-Aqsa. 100 000 prières ailleurs. Une prière effectuée à la mosquée du prophète paix salut sur lui à Médine équivaut à 1000 prières effectuées dans un autre lieu à part Médine et Al-Aqsa. Et une prière effectuée à la mosquée Al-Aqsa représente 500 prières effectuées dans un autre lieu ou bien dans une autre mosquée qui n'est pas la Mecque ou bien la mosquée du prophète. Ces lieux-là, en aucun cas, les musulmans ne vont pas l'abandonner et laisser ça à d'autres pays. Voilà l'âge de Jérusalem. Maintenant, par là, le combat qui a démarré aujourd'hui, qui a démarré en Palestine, à partir de 1948, le 14 mai, 15 mai 1948, le professeur reviendra là-dessus. La première guerre, c'était en 1949, un an de guerre. La Nakba, c'est la catastrophe, où 900 000 Palestiniens ont abandonné leur terre, ce qui a permis maintenant aux Juifs d'agrandir leur territoire de 55%. En un an, ils sont passés à 78% de la Palestine. Mais le conflit est aujourd'hui tellement intéressant que partout dans le monde, les gens ont envie de trouver une solution, que c'est devenu une question internationale. D'abord, sur le plan religieux, c'est la position de Jérusalem, qui fait que le conflit a un enjeu mondial. Les Juifs, on les trouve partout, les chrétiens, on les trouve partout, les musulmans, on les trouve partout. Le musulman au Sénégal n'acceptera jamais qu'un des lieux saints de l'islam soit sacrifié par un autre peuple. C'est pourquoi c'est devenu un enjeu international. Autre chose, la région aussi est immensément riche en ressources énergétiques, en pétrole et en gaz. C'est pourquoi les grandes puissances s'intéressent aussi à la région. Parce que vous savez que les pays qui se trouvent dans la zone tempérée, pratiquement les États-Unis et les pays d'Europe, qui sont hyper industrialisés, ont besoin de ce gaz pour survivre, ou bien pour maintenir leur industrialisation. Et ils sont obligés, parce que à part l'énergie hydroélectrique qu'ils peuvent utiliser, ils ont peu de sources d'énergie solaire. Le soleil est beaucoup plus présent dans la zone intertropicale, pratiquement ici au Sénégal. Je décompte au moins plus de 4000 heures de soleil par an que nous pouvons transformer en énergie solaire, en énergie électrique pour ravitailler nos maisons ou bien pour industrialiser, pour ravitailler nos industries. Donc ils ont besoin de ce gaz, les pays développés, pour maintenir le niveau de développement. Les puissances régionales aussi voilà, donc les puissances régionales, c'est qui participent, qui sont au Proche-Orient et au Moyen-Orient, donc ont aussi des intérêts dans la zone et cherchent à exercer leur influence. Les États-Unis, principal allié d'Israël, aujourd'hui, sont en train d'être, ils sont au cours des négociations pour trouver une paix durable. Mais il y a rien. On ne peut pas être partisan jusqu'à parti. On ne peut pas vouloir trouver une solution durable tout en sachant que, et tout le monde le sait, que les États-Unis sont du côté d'Israël au détriment de la Palestine. Ce qui illustre cela, les accords de Camp David ont été signés aux États-Unis, alors que les États-Unis sont partisans. C'était le 17 septembre 1978, entre l'Israël et l'Égypte, après la guerre des 6 jours.
C'est la guerre des 6 jours. Oui. Donc, c'est après, c'est une coupure. Hein? Ok, d'accord, 78 après une coupure. Ok. Ouais, 73, 78, voilà. J'étais à 67. Voilà, à la guerre. Voilà, donc après 78. Donc, cela permettait, parce qu'après cette guerre-là, la guerre des 6 jours, l'Israël avait réussi à récupérer le Sinaï, à récupérer le plateau du Golan en Syrie, à récupérer la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Parce que c'est l'Égypte, la Syrie et la Jordanie qui s'étaient ligués pour combattre l'Israël. L'Israël sorti vainqueur en a profité pour prendre ces trois régions. Et en contrepartie, pour récupérer le Sinaï maintenant, c'est par là que l'Égypte a accepté maintenant de signer les accords de Camp David pour qu'on lui restitue le Sinaï. Et l'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Va accepter parce qu'il saura que c'est un ennemi de moins. Et aussi, avec l'Égypte, l'Israël réclame la libre circulation des navires israéliens au canal de Suez. Vous voyez? Et il va signer avec l'Égypte un cadre de traité de paix et la reconnaissance d'Israël par l'Égypte comme étant un État indépendant. Les accords d'Oslo entre Israël et l'Organisation de la libération de la Palestine, en présence d'Isaac Rabin et de Yasser Arafat, il y avait Bill Clinton qui était présent. Parce que les accords ont été négociés à Oslo, mais ont été signés à Washington DC, en présence de Bill Clinton. Donc, la meilleure position pour les États-Unis, c'était d'être équidistant dans ce conflit et d'être ni partisan d'Israël, ni partisan de la Palestine. Et en ce moment, comme il joue un rôle moteur dans la politique mondiale, je pense qu'à partir de là, il pouvait proposer une solution. Parce que je dis que l'ONU a déjà échoué du moment où l'ONU a fait un plan de partage qui n'était pas du tout proportionnel. Donc, par là, différents conflits se sont produits jusqu'au conflit, le dernier en date, à partir d'octobre 2023, et qui est là jusqu'à présent. Et cette question mérite une réflexion. C'est pourquoi j'invite, surtout je salue la présence des élèves et des étudiants, qui demain vont prendre en main les rênes de nos différents pays et peut-être vont essayer de trouver une solution durable pour le règlement définitif de ce conflit. À l'occasion donc de ce mois béni de Ramadan, en son dernier vendredi, je prie que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricorde, apporte une paix définitive à la question palestinienne et protège le monde de l'Apocalypse par les armes. Je souhaite à tous ceux qui sont venus ici assister à cette cérémonie un bon retour dans leurs familles respectives et que Dieu accepte nos dévotions. Je vous remercie.